Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire l'exoprépa sur les fonctions. Donc ici on me demande d'esquisser la fonction x au cube sur x carré plus 1. Alors les deux premières étapes de la guideline, c'est d'abord de déterminer le domaine de définition et déterminer l'intersection avec les axes. Alors pour le domaine de définition, j'ai deux conditions. Alors il y avait deux types de conditions d'existence, soit j'ai une racine, soit j'ai une fraction. Lorsque j'ai une racine, je dois dire que le contenu doit être positif, donc d'accord, donc supérieur ou égal à 0. Et lorsque j'ai une fraction, je dois tout simplement dire que le dénominateur doit être différent de 0. Donc si j'applique ici ma seconde condition d'existence à mon cas, en fait, je vais trouver que x carré est différent de moins 1. Et ça tombe juste parce que justement, x carré est positif, moins 1 est négatif, ça veut dire que x carré est toujours différent de 1. Et donc en fait, mon domaine de définition, c'est R. Alors ensuite, je dois calculer les intersections avec les axes. Alors pour calculer une intersection avec un axe, il y a deux étapes. D'abord, je vais poser que x est égal à 0 et je vais poser y est égal à 0. D'accord ? F de x est égal à 0, ça va me donner les racines. Et x est égal à 0, ça va me donner l'ordonnée à l'origine. Donc f de x est égal à 0. Si je pose que ma fraction ici est égale à 0, une fraction est égale à 0 si et seulement si son numérateur est égal à 0. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est que x au cube soit égal à 0. X au cube est égal à 0 uniquement si x est égal à 0. Et donc en fait, je me rends compte qu'il y a une seule racine. En fait, que x est égal à 0. Et du coup, lorsque x sera égal à 0, ma fonction, elle aussi sera égale à 0. D'accord? Donc f de x est égal à 0. Ce qui signifie en fait que le point 0, 0 appartient à ma courbe. Donc en fait, 0, c'est à la fois une racine, puisque ça correspond à la solution de la première condition, et c'est à la fois l'ordonnée à l'origine, puisque lorsque x est égal à 0, f de x est égal à 0. Donc en conclusion, le point 0, 0 appartient à ma courbe. Alors à présent, je vais évaluer la parité. Donc pour évaluer la parité, il faut calculer f de moins x. Donc ici, je prends un exemple avec une fonction paire et une fonction impaire. Ici, x au carré est une fonction paire. Qu'est-ce que je vois? Je vois que f de x est égal à f de moins x. D'accord? Donc en fait, l'image des deux sont les mêmes. Par contre, je remarque que quand j'ai une fonction qui est impaire, comme la fonction à droite, qui est x au cube, je constate que ma fonction ici, f de x, c'est égal à moins f de moins x. Alors, si j'applique ici cette logique à mon exercice, je dois remplacer x par moins x. Alors, moins x au carré, vu que le carré c'est un nombre qui est pair, ça va me faire du coup x carré, d'accord? Donc le moins disparaît. En revanche, au numérateur, j'ai moins x au cube. Alors, moins x, du coup le moins va sortir de la parenthèse, et donc je vais me retrouver avec moins f de x. Donc j'en déduis que ma fonction est impaire. Donc ce que je pourrais limite faire, c'est uniquement l'étudier à droite de l'axe des ordonnées, et puis ensuite faire une symétrie centrale avec l'origine. D'accord? Donc ça c'est une possibilité. Donc à présent que j'ai analysé la parité, la prochaine étape c'est d'analyser la croissance et la décroissance. D'abord les asymptotes. Donc d'abord je vais calculer les limites. Donc le but c'est de voir en fait son comportement en l'infini. Et une fois que j'aurai son comportement en l'infini, là maintenant je vais commencer à calculer du coup les dérivées. Donc d'abord on va analyser les asymptotes. Il y en avait trois types. Donc asymptote verticale, horizontale et oblique. Donc je vais commencer d'abord par vérifier les asymptotes verticales. Alors si je fais les verticales, il faut que je prenne un point qui n'est pas dans le domaine. D'accord? Parce que je sais qu'une asymptote verticale, grosso modo, il faut prendre les points un petit peu bizarres. Les points où la fonction n'est pas définie. Et alors, c'est en ces points-ci que je peux avoir du coup une singularité. Alors, du coup, ça tombe bien ici, mon domaine de définition, on a dit que c'était R.
Donc j'en déduis qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. Donc maintenant, je vais regarder tout ce qui va être asymptote oblique. Donc pour ça, je vais calculer les limites en l'infini. Alors, qu'est-ce qui se passe si je calcule ici la limite en l'infini? Alors, au TP, je disais que quand on avait une limite qui valait l'infini sur l'infini, alors il fallait diviser en haut et en bas par le degré du dénominateur. Donc dans ce cas-ci, il faudrait tout diviser par x au carré. Donc la méthode, on l'a fait au TP et elle fonctionne. Alors moi, je vous propose une autre manière de voir les choses. Au final, ça reviendra exactement à la même chose. C'est de dire qu'on met x au carré en évidence. Donc x au carré en évidence en haut, il me reste juste x. Et on met x au carré en évidence également en bas. Et puis on supprime les x carrés. Donc à nouveau, si vous divisez tout par x carré en haut et en bas, vous remarquerez que c'est exactement la même chose. Donc je me retrouve avec l'infini sur 1. Étant donné que la limite, quand x tend vers l'infini du terme ici en bas, ça vaudra du coup 0. Et du coup, je tombe sur l'infini. Alors techniquement, je dois faire la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Et chaque fois, je trouve en fait plus ou moins l'infini. Donc étant donné que la limite en l'infini vaut l'infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale. D'accord? Pour avoir une asymptote horizontale, il aurait fallu que la limite tende vers un réel. Alors maintenant, je vais analyser les asymptotes obliques. Alors, comment est-ce qu'on calculait encore une asymptote oblique? Il y avait deux étapes. Donc, on commence d'abord par calculer la pente. Alors, l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, je me dis qu'en l'infini, mon P n'a plus d'influence. Mon P n'a plus d'influence, hein, vu que c'est juste une constante. Et donc, du coup, en fait, c'est comme si je pouvais du coup le supprimer. Et là, du coup, ben, j'ai que M, c'est Y divisé par X. Donc, première étape, je calcule la pente avec la limite en l'infini de Y sur X. Alors, quand je parle de Y, bien évidemment, je parle de ma fonction f de X. Une fois que j'ai mon M, je m'en sers du coup pour calculer mon P. Alors, on isole du coup tout simplement P dans la formule. P, c'est Y moins Mx. Donc du coup, je trouve que c'est la limite en l'infini de Y moins Mx. Donc je vais faire ces deux étapes-ci, et on va voir ce que ça va donner. Alors on va commencer par calculer la limite de la fonction divisée par x. Du coup, le x cube devient tout simplement x carré, puisque je divise tout par x. Hein. Donc attention que quand je fais x1 sur x, il n'y a que le numérateur hein, qui est divisé par x. Et du coup, ben, je me retrouve avec la limite de l'infini sur l'infini. Alors à nouveau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre x carré en évidence. Alors si je mets x carré en évidence, ben, ça va me donner un truc qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait tout à l'heure. Les x carrés vont se simplifier, et il va juste me rester 1. Étant donné que lorsque j'ai remplacé 1 sur x carré, j'ai remplacé x par l'infini, 1 sur l'infini, ça fait bien 0. Du coup, j'ai 1 divisé par 1, ce qui me fait 1. Donc en conclusion, il y a une asymptote oblique, et sa pente, elle vaut 1. Alors maintenant, je vais me servir justement de la pente pour calculer mon P. Donc je vais calculer la limite de ma fonction moins m fois x, avec m qui est égal à 1. Alors ici, ça donne la limite suivante. J'ai tout simplement mis x sur le même dénominateur. Donc je multiplie en haut et en bas par x carré plus 1. Donc une fois que je mets tout sur le même dénominateur, les x cubes vont se simplifier. Et là, je me retrouve avec la limite de x sur x carré plus 1. Alors à nouveau, c'est l'infini sur l'infini. Pas de panique, on divise en haut et en bas par le degré du dénominateur, c'est-à-dire par x au carré. En TP, j'avais expliqué ça d'une autre manière. J'avais dit, on pouvait tout simplement mettre x carré, donc le degré du dénominateur, en évidence. Alors si je fais ça, les x carrés vont se simplifier, et je vais me retrouver du coup avec du 1 sur x. Et là, ben bingo, quand je remplace x par l'infini, j'obtiens 0 divisé par 1, c'est-à-dire 0. Donc tout ça pour dire qu'en fait, j'ai une asymptote qui sera oblique, sa pente vaut 1, donc elle a pour équation y est égal x. D'accord, donc l'équation y est égal x, c'est l'équation de mon asymptote oblique. Alors maintenant que j'ai les asymptotes, je vais pouvoir calculer mes dérivées. Alors pour rappel, la dérivée première, ça va donner la croissance. Lorsqu'elle est positive, ma fonction est croissante. Lorsqu'elle est négative, ma fonction est décroissante. La dérivée seconde, ça donnait la concavité. Quand elle était positive, bah en gros, j'avais un bol
qui était tournée vers le haut. Et lorsqu'elle est négative, c'est comme si mon bol était tourné vers le bas. Donc je vais calculer la dérivée. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc je vous rappelle la formule en haut à droite en vert. Donc ici, je vais dériver une fraction. Donc je commence par dériver mon x au cube, ça me fait 3x carré. Je multiplie par le dénominateur, moins, je recopie mon numérateur, c'est-à-dire x au cube, et je multiplie par la dérivée de x carré plus 1. Alors la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Du coup, la dérivée de x au carré plus 1, ça me fait bien 2x. D'accord? Donc le tout divisé par v carré. Alors je vais quand même ici faire la double distributivité et un peu simplifier. Et j'obtiens x carré, facteur de x carré plus 3 sur x carré plus 1 au carré. Alors déjà, il y a un truc qui est hyper intéressant que je peux observer, c'est que premièrement, ma dérivée est toujours positive. En effet, regardez le dénominateur, x carré plus 1 le tout au carré, c'est positif, d'accord, puisque le carré est un nombre qui est pair. Au numérateur, j'ai x carré qui est toujours positif, et j'ai x carré plus 3 qui est toujours positif. Ça veut dire en fait que ma fonction, donc je sais qu'elle est définie sur R, sera toujours croissante. D'accord? Donc de moins l'infini à plus l'infini, ma fonction est croissante. Alors, du coup, tout à l'heure, je vais faire un tableau de signes, et pour ça, j'ai besoin des racines de ma dérivée. Alors, je vous rappelle qu'une fraction est égale à 0, si et seulement si son numérateur est égal à 0. Donc ici, je vais me retrouver avec x carré est égal à 0, ou x carré plus 3 est égal à 0. Alors, la deuxième partie, elle est impossible, parce que x carré est égal à moins 3, ce n'est pas possible. X carré est positif, moins 3 est négatif, un chiffre positif ne peut pas être égal, par définition, à un chiffre négatif. Donc ma proposition à droite est impossible. À gauche, j'ai x carré est égal à 0, du coup x est égal à 0. Donc en fait, c'est super intéressant, ça veut dire que mon x est égal à 0, c'est à la fois en fait, la racine de mon polynôme, comme je l'ai démontré ici dans les intersections. D'accord? Donc x est égal à 0, c'était à la fois l'ordonnée à l'origine et c'était à la fois la racine, vu que ma fonction passe par l'origine. Et en même temps, je sais qu'en 0, en fait, ma dérivée est nulle. D'accord? Donc en 0, la pente de la tangente est égale à 0. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on a un maximum ou un minimum, mais ça veut dire qu'à cet endroit-ci, en fait, la tangente est horizontale. Donc on verra, on pourra interpréter ça plus loin avec la dérivée seconde. D'accord? Donc on verra qu'il y aura en fait un point d'inflexion. Justement, calculons la fameuse dérivée seconde. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais dériver la dérivée. Donc là, le calcul il est un peu plus long, mais en soit, la formule reste exactement la même. Donc la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, il ne faut pas oublier la règle de chaîne. Quand je vais dériver, typiquement, quand je vais dériver le dénominateur, je vais en fait avoir la dérivée de u à la puissance n. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que quand on calcule la dérivée de u à la puissance n, à la fin de la formule, il y avait un u' qui apparaissait. Donc en fait, je vais devoir multiplier par la dérivée de x carré plus 1. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à la fin de la dérivée de v, j'ai un 2x qui apparaît. Parce que c'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. D'accord? Donc c'était la fameuse règle de chaîne. Alors, comment est-ce que je peux continuer ici? Je remarque que j'ai x carré plus 1 partout. Donc en fait, je peux le simplifier. D'accord? Donc ici, il va partir. Au dénominateur, mon 4 va devenir un 3. Et le premier membre du numérateur, mon 2 devient 1. Une fois que j'ai ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tout distribuer. Donc je vais faire en fait une double distributivité. Et lorsque du coup je fais ma double distributivité et que je simplifie, j'obtiens donc ici 6x moins 2x cube sur le dénominateur. Alors, donc une fois qu'on est là, directement ce qu'on va faire, c'est calculer les racines. D'accord? Un peu comme pour la dérivée première, on calcule les racines pour pouvoir les mettre au niveau du tableau de signes. Et là, ce qu'on va sûrement avoir du coup, c'est que partout où je vais avoir f' qui est égal à 0, je vais avoir un point d'inflexion. Donc on le verra un peu plus tard avec le tableau de signes, mais du coup avoir les racines c'est important pour avoir justement la position des points d'inflexion.
Donc c'est un peu le même jeu que tout à l'heure, hein. Donc le numérateur doit être égal à 0. Ici, je vais mettre x en évidence. Et j'obtiens en fait 3 racines. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir 3 racines? Oui, tout à fait. Parce que vu que mon 6x moins 2x cube, en fait, c'est un polynôme de degré 3, je m'attends à avoir 3 racines. D'accord? Au carré, j'aurais eu 2 racines, etc. Donc attention à l'examen, soyez attentifs. Hein. Si vous avez... en fait, le degré du dénominateur vous donne le nombre de racines que vous êtes censé avoir. Enfin, le nombre de racines au maximum. D'accord? Donc, si je prends par exemple la fonction juste x cube, je suis d'accord, elle n'a qu'une seule racine. Mais en fait, vous pouvez le voir comme étant, il y a 3 racines qui se trouvent au même endroit. Donc le degré en fait de votre polynôme, c'est le nombre maximal de racines que vous êtes censé avoir. Donc maintenant, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut pour tracer ici mon tableau de signes. Alors le tableau de signes, en fait, il est là, c'est surtout pour voir la croissance et pour voir les points d'inflexion. Donc faisons-le rapidement. Du coup, en x, je vais mettre ici toutes mes racines. Alors la racine de f, c'est 0. La racine de f', c'est 0. Et la racine de f', il y en avait 3. Donc c'était 0 et plus ou moins racine de 3. Donc je mets mes 3 racines dans l'ordre. Donc ici, je vais commencer d'abord par analyser la dérivée. Alors la dérivée, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est tout le temps positive. Parce que si je remonte un petit peu, hop, la dérivée, en fait, c'était un truc avec que des x carrés. Donc c'est impossible d'avoir un nombre qui est négatif. Donc étant donné que ma dérivée est positive partout, je sais que ma fonction est partout croissante. Alors maintenant, il faut analyser la fonction f'', donc la dérivée seconde. Alors le secret ici, c'est de prendre à chaque fois des points. Donc je sais qu'en 0, elle vaut 0. Maintenant, je vais prendre un point qui est compris entre 0 et racine de 3. Donc si je prends un point qui est compris entre 0 et racine de 3, prenons par exemple 1, en fait, je me rends compte que ma dérivée est négative. J'étais un peu vite, excusez-moi, ma dérivée seconde est positive. Donc maintenant, en fait, je vais faire ça donc pour un petit peu tous les points. Donc je vais prendre un point qui est plus grand que racine de 3. Donc par exemple, je vais prendre 2. Et là, je me rends compte qu'elle est négative, par exemple. D'accord? Donc je fais ce petit jeu-là pour combler tous mes espaces. Et maintenant, c'est intéressant, je vais pouvoir interpréter. Donc partout où ma dérivée seconde est négative, ma concavité est vers le bas. Partout où elle est positive, ma concavité est vers le haut. Et à chaque fois que je vais avoir un changement de concavité, je vais avoir ce qu'on va appeler un point d'inflexion. Donc attention à ne pas confondre point d'inflexion, point anguleux et point de rebroussement. Un point d'inflexion est un point où la dérivée seconde change de signe. Donc c'est-à-dire que la concavité va changer de signe. Un point anguleux, donc PA, en fait c'est lorsque la pente à gauche et la pente à droite sont différentes. Donc je vous rappelle que la pente, par définition, c'est la dérivée. D'accord? Donc je parle bien de la pente de la tangente. Donc j'ai que les pentes à droite et à gauche sont différentes. D'accord? Donc les dérivées à droite et à gauche sont différentes, mais elles ne sont pas infinies. Donc ici, ma pente à gauche, elle vaut par exemple moins 3, et ma pente à droite, elle est positive, elle vaut plus 2. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un point anguleux. Alors, c'est quoi un point de rebroussement? Un point de rebroussement, ça ressemble énormément, sauf qu'en fait, ma dérivée, en fait, ma pente va être infinie. Donc c'est quoi une pente infinie? Ça veut dire que la tangente en ce point, elle est verticale. D'accord? Donc si la tangente est verticale, ou quasiment verticale, en fait, je me rends compte que je vais avoir ici un point de rebroussement. Donc ces deux cas particuliers, on va surtout les rencontrer quand on va faire des fonctions paramétriques. Et donc comme ça, au moins, vous avez la définition. Et maintenant, je suis outillé pour tracer ma fonction. Alors, je vais me servir ici du tableau de signes. Comme ça, j'ai la croissance et la concavité. Et attention, je dois aussi prendre en compte les racines, donc 0, 0, et surtout l'asymptote oblique. Et si je le fais, je tombe sur le graphe suivant. Alors du coup, ici, j'ai bien mis mes racines, d'accord? Donc c'est ici le point central en 0, 0. J'ai bien mis mes 3 points d'inflexion, d'accord? Donc les points d'inflexion étaient en 0, 0, et ici en moins racine de 3, racine de 3. Alors attention que ce que nous on a calculé, c'était chaque fois les abscisses. Donc nous on a calculé moins racine de 3 et racine de 3. Comment est-ce que je fais pour avoir les ordonnées? Je remplace justement mon abscisse dans l'équation de y. D'accord? Donc dans l'équation ici.
Alors si je le fais, du coup, je trouve mes ordonnées, du coup, je peux placer mes points sur mon repère. Ensuite, il faut analyser la croissance. Alors on a dit que la fonction était tout le temps croissante, donc c'est parfait. Et je sais qu'en plus ou moins l'infini, je vais avoir une asymptote oblique. Alors attention, subtilité. Ma courbe peut traverser l'asymptote tant que c'est pas en plus ou moins l'infini. Donc lorsque je vais être en moins l'infini, ma courbe elle peut pas traverser. Quand je vais être en plus l'infini, ma courbe ne peut pas traverser. Mais par contre, entre les deux, ma courbe peut traverser plusieurs fois mon asymptote. Ce n'est pas un problème. Alors ici, je vous ai tracé un exemple, hein, donc un exemple d'une fonction sinus qui serait atténuée. En fait, elle va tendre asymptotiquement ici vers la valeur qui est ici, donc ma droite. Elle peut le traverser une infinité de fois avant, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'une fois que j'arrive suffisamment loin, ma courbe ne peut plus traverser mon asymptote. D'accord? Donc ce n'est pas dramatique. Alors ensuite, il fallait analyser la concavité. Alors c'est quoi un point d'inflexion? C'est un point où la concavité change de signe. Donc quand je vais revoir mon tableau de signes, je vois qu'ici la concavité était négative, positive, négative, positive. La concavité, pour rappel, c'est comme s'il y avait un verre d'eau. Donc si elle est positive, c'est que mon verre d'eau il est tourné vers le haut. Et si elle est négative, c'est que mon verre d'eau est tourné vers le bas. Et donc avec tout ça, du coup, je peux esquisser ma fonction.